Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information, un journal que nous commençons comme d'habitude par les titres. Concours général 2013, ils sont 95 élèves à avoir été distingués ce matin. La cérémonie au Grand Théâtre a été rehaussée de la présence du chef de l'État, le président Macky Sall, qui promet un soutien renforcé au secteur de l'éducation. Rubrique quotidienne du Ramadan. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du Ndogu des Baye Fall, une tradition de servir de copieux repas à Keur Goumak et à Diourbel. Des gestes de solidarité en plein Ramadan que font également des non-musulmans. On va le découvrir dans ce journal. Dossier du vendredi, focus sur le forail de Diamaguène qui permet l'approvisionnement en viande de toute la zone, mais ce n'est pas sans quelques désagréments d'ordre environnemental. Au Mali, les résultats sont tombés. C'est donc un second tour qui va opposer Ibrahim Boubacar Keïta. IBK arrive en tête avec un peu plus de 39% des voix à Soumaïla Cissé qui arrive second avec un peu plus de 19% des voix. Je vous le disais tantôt dans les titres de ce journal, la fête de l'excellence était ce matin au Grand Théâtre avec la remise des prix du concours général édition 2013. C'est le Prytanée militaire de Saint-Louis qui se taille la part du lion avec une présence remarquable sur plusieurs tableaux. Le chef de l'État qui a présidé la cérémonie s'est engagé à apporter plus de soutien à l'éducation nationale pour un système éducatif performant. L'État va d'ailleurs entamer très bientôt les concertations nationales sur l'éducation avec l'implication de tous les acteurs du système éducatif, y compris les syndicats d'enseignants. Pape Biram Bigendiaï. Voici le seul à avoir décroché 2 premiers prix. Ibrahim Kane, la fierté du Prytanée militaire de Saint-Louis, étant surdoué en mathématiques et en maîtrise de la langue allemande. Il est le symbole d'un règne incontestable des enfants de troupe au concours général de cette année. Ils sont présents sur presque tous les tableaux. La crème du système éducatif sénégalais est fêtée un matin du 2 août 2013 dans un esprit de vertu, de respect des valeurs morales, civiques et républicaines. La démarche ainsi prônée en matière d'éducation et de formation des filles et garçons, futurs acteurs du développement, se veut vertueuse, responsable, inclusive, participative et partenariale. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour favoriser la réussite de l'élève qui doit être au centre de toutes les actions et initiatives. Le moment est venu pour l'école sénégalaise d'assumer les ruptures nécessaires, urgentes et salutaires afin de mettre en place l'école du futur qui doit consolider la restauration de la citoyenneté et des valeurs de la République. Ils sont près de 100 lauréats répartis en plus de 20 disciplines. À l'école de la réussite et de l'excellence, le parrain Amadou Mokhtar Mbow, premier à occuper le poste de ministre de l'Éducation au Sénégal, lâche une phrase choc aux lauréats. Être toujours parmi les meilleurs. Le slogan fait tache d'huile au cœur d'un système éducatif qui met l'apprenant au centre du dispositif d'enseignement, où le rôle de l'enseignant prend de la hauteur et l'État accompagne. Nous allons, dès 2014, presque décupler dans le budget de l'État la dépense publique par élève. De même, nous avons décidé de transférer directement aux établissements des moyens substantiels de prise en charge des besoins des écoles. Les politiques de déconcentration et de décentralisation appliquées à l'éducation pourront ainsi permettre à chaque acteur de jouer sa partition pour une école de la réussite dans l'excellence. Mon ambition est d'assurer la mise en œuvre de véritables politiques locales d'éducation qui intègrent les demandes locales, les potentialités et spécificités de chaque terroir, conformément aux objectifs visés dans l'acte 3 de la décentralisation. Je salue l'esprit de responsabilité qui a prévalu ces dernières semaines et qui a permis d'entamer un dialogue franc
et constructif entre tous les acteurs de l'école pour éviter que l'organisation des examens de fin d'année soit compromise. Cette année, on a donc frôlé le pire. Et pour éviter que le système éducatif ne soit paralysé dans l'avenir, l'État met en route des concertations nationales sur l'éducation. Tous les acteurs seront impliqués pour la conception d'un système éducatif performant. Et l'opération entre bientôt dans sa phase pratique. Mon ambition forte est de moderniser et développer l'éducation, la formation et la recherche pour la qualité et l'excellence. Cela nécessite l'apaisement durable du climat social et un consensus sur les grandes options, les stratégies, les actions prioritaires et les ressources à mobiliser. C'est pourquoi j'ai demandé au Premier ministre de travailler sur des concertations nationales sur l'éducation, la formation et la recherche avec tous les acteurs et partenaires de l'école et de l'université. À travers les lauréats du concours général, le chef de l'État s'adresse en filigrane à toute la jeunesse sénégalaise. Excellence et défis à relever pour un Sénégal meilleur, c'est cela l'enjeu fondamental pour atteindre le développement dans un pays sur la voie de l'émergence. Honorés par la nation, les lauréats du concours général expriment leur satisfaction. Gonflés à bloc, ils pensent déjà à leur future carrière professionnelle à l'Unbadarakan. Journée exceptionnelle au Grand Théâtre National. La nation déroule le tapis rouge à ses dignes fils, à cette crème qui fait honneur à son système éducatif. Le Sénégal récompense ainsi ses meilleurs élèves. Leur excellent parcours scolaire salué par le premier des Sénégalais. Ces brillants esprits se retrouvent propulsés au devant de la scène. Sous les feux des projecteurs, reconnaissants, ils promettent plus et se découvrent même des vocations. Je me vois un peu dans la finance ou des trucs comme ça, dans gérer, ou bien peut-être si avec l'aide de Dieu, commencer ma propre entreprise, Inch'Allah. Moi, je voudrais travailler dans une ONG pour aider les femmes et les enfants défavorisés d'abord. Ensuite, si ce n'est pas possible, je ferai la diplomatie. D'abord, je voudrais faire une prépa, de préférence en France, Lille-le-Grand. Ensuite, faire la Polytechnique, de préférence X aussi, Polytechnique X. Ensuite, pour pouvoir sortir et pouvoir aussi servir mon pays. Tel est le but du concours général. Récompenser et galvaniser les meilleurs élèves, en faire des exemples pour une école sénégalaise performante, capable de produire la génération de demain, cette génération qui prendra en main les destinées de la nation. L'organisation annuelle du concours général permet aux meilleurs élèves des lycées en fin de second cycle de rivaliser. Cet événement scolaire marque d'une pierre blanche le cursus des lauréats que la nation honore. Le rituel de la distribution des prix doit être perçu comme une prime à l'effort dans une école mal en point. Concours général quand la République fête les cracks, c'est une chronique signée Oumar Diaw. La République a ses grandes dates, ses rituels apprêtés et ses fastes obligés. Il est heureux de constater que le concours général figure toujours en bonne place dans les annales de l'État et pas à la rubrique des choses futiles mais bien utiles. 2012 a été sans palmarès, sacrilège en raison de perturbations de l'année scolaire qui était aussi une année électorale caractérisée par une réelle montée des périls. Le concours général, en veilleuse, est revenu sur les devants de la scène. Le temps d'une matinée, l'école et l'excellence ont été au cœur des préoccupations nationales. C'est que la chose n'est pas une affaire de cancre, mais plutôt de crack qu'il faut fêter et récompenser. Le seul fait d'être sélectionné est en soi un premier mérite, pouvant déboucher sur un second, le sacre. Cette épreuve permet aux meilleurs élèves du Sénégal d'être des émules et non des rivaux, car l'exercice suscite une saine émulation, sans laquelle l'excellence reste un vœu pieux. La récompense par et devant les autorités constitue un événement inoubliable, susceptible de forger des destins. Certains noms célèbres résonnent encore à Sorano, des ados qui avaient pour nom Rose Dieng, Souleymane Bachir Diagne, Oumar Ba, demoiselle au nom de garçon, parmi d'autres cracks dans la mémoire collective et la postérité. La centralité de l'école doit être une réalité permanente et non un souci politicien, opportuniste, périphérique et de circonstances. Après le pain, l'école est l'autre besoin vital du peuple.
Toutes nos félicitations aux lauréats du concours général. Le général William Fraser, élevé au grade de commandeur dans l'Ordre national du Lion, le chef d'État honore ainsi ce commandant de l'armée des États-Unis chargé de la logistique. C'est pour magnifier une nouvelle fois la coopération militaire exemplaire entre le Sénégal et les États-Unis. Le général William Fraser est au micro de Pape Biram Biguendiaï. Je suis très honoré d'avoir été décoré par le président de la République. Je ne le remercierai jamais assez, lui et tous ses collaborateurs, pour leur soutien sans faille dans le cadre de notre partenariat. Il s'agit d'une collaboration qui dure depuis des années et nous continuerons à la renforcer dans le futur. Nous avons été d'un grand soutien, surtout dans le domaine de la logistique, du transport. On a travaillé avec pas mal d'unités de commandement. Nous sommes impatients de poursuivre l'année prochaine avec d'autres exercices qui, je pense, seront d'un grand succès. Retour sur le conseil présidentiel d'hier sur l'évaluation des politiques au Sénégal. Maître d'œuvre de cette rencontre, le délégué à la réforme de l'État et à l'assistance technique revient ici sur les enjeux de cette session annuelle marquée par l'introduction de nouveaux mécanismes de suivi et d'évaluation fortement appréciés par les partenaires financiers. Abdelaziz Tall est au micro de Mama Moussagna. C'est une réunion qui comportait deux volets. Le premier volet, c'était sur la revue annuelle conjointe, qui est un exercice traditionnel qui réunit la Banque mondiale, le gouvernement du Sénégal, les partenaires techniques et financiers, la société civile, le patronat et les collectivités locales. Le second volet, malheureusement, n'a pas été bien restitué. Il s'agissait de présenter un mécanisme innovant de suivi et d'évaluation que nous avons expérimenté au niveau avec la banque, avec le concours de la Banque mondiale, et qui consistait à mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation appliqué à ce qu'on appelle des secteurs clés de l'activité gouvernementale, ce qu'on appelle les secteurs pilotes. Ce mécanisme-là, c'est un mécanisme innovant. Si l'on prend le cas de l'Afrique, aujourd'hui, seuls 3 pays appliquent ce mécanisme. Il s'agit du Ghana, de l'Afrique du Sud et du Rwanda. Il s'agit pour ces pays-là de mettre un mécanisme de gestion axé sur les résultats. En dehors de ces 3 pays africains, le Sénégal va être le 4e pays à avoir expérimenté cette démarche méthodologique en direction de la promotion de la bonne gouvernance et que l'on retrouve dans la gestion axée sur les résultats. C'est une démarche qui est très originale, en ce sens que si vous l'appliquez au niveau de ces pays, au niveau de notre, si nous l'appliquons au niveau de notre système de gouvernement, désormais, non seulement il va y avoir un suivi régulier des politiques publiques, il va y avoir une évaluation régulière des politiques publiques, mais il va y avoir également ce qu'on appelle la contractualisation, c'est-à-dire la signature au niveau de départements ministériels où s'applique le mécanisme, un contrat de performance avec les administrations qui assurent leur tutelle. Je vous donne un exemple. Le ministère de l'Énergie aura, par exemple, un contrat de performance avec le Premier ministre. À l'intérieur du ministère de l'Énergie, les différentes directions auront des contrats de performance avec le ministre de l'Énergie. En fait, il s'agit d'un système d'auto-évaluation que le président de la République a accepté de mettre en place au niveau du Sénégal. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils sont rares les pays qui acceptent le principe
de s'auto-évaluer à travers un tel mécanisme, de peur de mettre à nu leurs faiblesses en matière de bonne gouvernance. Ici, le président de la République a accepté l'introduction de ce mécanisme qui lui permet, certes, de disposer d'un certain nombre d'informations sur comment fonctionne le pays, quel que soit le secteur considéré, mais également un mécanisme qui lui permet lui-même de s'auto-évaluer. Au cours du conseil présidentiel d'hier, le chef de l'État a invité les bailleurs de fonds à une meilleure compréhension des autorités sénégalaises lors des décaissements pour des procédures d'urgence, un avis partagé par toute l'assistance. Le délégué général à la réforme de l'État revient ici sur cette question au micro de Maman Sagna. Le président de la République, en ouvrant la séance, a voulu d'emblée situer, cadrer la nature des rapports qui doivent exister entre les partenaires techniques et financiers et le gouvernement du Sénégal. Et à cet égard, il a expliqué, il a dit aux partenaires techniques et financiers que nous sommes dans un pays où il y a énormément d'urgences et que ces urgences-là sont des contraintes pour lui parce que c'est à lui de rendre compte aux citoyens. C'est à lui de rendre compte au terme de son mandat. Et que donc, il voulait inviter les partenaires techniques et financiers à faire preuve de plus de célérité dans la manière dont ils traitent les dossiers qui les lient au Sénégal. Et c'était ça le sens de son intervention lorsqu'il dit « Nous ne pouvons pas être là à suivre des procédures alors qu'il y a des urgences ». Ce n'était pas une question liée forcément à des problèmes de marché. Parce que vous savez bien que lorsque nous sommes en relation avec les partenaires financiers, il peut arriver que pour des urgences, qu'on nous fasse attendre parce qu'il y a un avis de non-objection. Et c'est là où le président de la République voulait attirer l'attention en demandant à ses partenaires de faire preuve de beaucoup plus de célérité pour qu'à l'avenir, nous ne soyons pas retardés devant des urgences par rapport justement à ces contraintes de procédure. Le président, en s'adressant à ces bailleurs de fonds-là, a fait preuve d'un esprit patriotique et d'un sens de responsabilité en leur faisant comprendre que je ne vais pas échanger les préoccupations de mon pays par rapport à des considérations de procédure. C'était ça l'esprit dans lequel il s'est adressé à ces bailleurs. Et croyez-moi, lorsque le président s'est adressé aux bailleurs dans ces termes, je vous assure que les Sénégalais qui étaient dans la salle étaient fiers de son exposé, de son intervention, et beaucoup se sont retenus pour ne pas applaudir. Parce que les bailleurs ont parfaitement compris ce message, ils ont montré leur engagement à vouloir accompagner le Sénégal et à comprendre également que dans certaines situations, qu'on fasse preuve de célérité dans la manière de traiter les dossiers. Restructuration des zones inondées et relogement des sinistrés, 120 maisons ont été mises à la disposition des attributaires. C'était au cours d'une audience publique à Pékin. Mamadou Samambo. Aux abords du bassin de Nietimbar, une audience publique entre parties prenantes du projet de relogement des sinistrés. Au menu de ces assises, la présentation de la liste des bénéficiaires présélectionnés. Aujourd'hui, 220 maisons sont disponibles au niveau de Kermassar, prêts à attribution. Ce jour, les populations l'attendaient avec impatience. Et au fur et à mesure que les notes tombent, un ouf de soulagement gagne l'assistance. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux d'apprendre cette nouvelle. Nous avions perdu espoir, mais là, nous sommes propriétaires. Nous n'avons pas de mots pour apprécier la procédure. La procédure d'attribution a entre-temps changé de formule pour intégrer la gestion participative. On a toujours reproché à certains non ayant droit d'être relogés à Djahaï, et c'est pour éviter cela qu'on vienne à la base. Qu'on identifie tout celui qui est présélectionné pour disposer d'une maison. Parce que tous les sinistrés qui habitent dans une ruelle se connaissent. Le travail de relogement est pourtant loin d'être terminé. Certains sinistrés attendent toujours.
Moi, je paie 60 000 francs de location. Il nous faut ces logements et le plus vite, c'est le mien. Mon époux était le chef de quartier de Darou 2. Il a fait une chute dans les eaux. Il s'est fracturé le bassin. Il en est mort. Depuis, je continue son combat. Sur ce point, les pouvoirs publics se veulent rassurants. Toute personne qui a vu son impasse démolie dans le cadre de la réalisation de ces bassins en eau aura une maison à Jaxaay. Le programme de relogement suit son cours. En attendant, les pouvoirs publics ont décidé de procéder à la restructuration des quartiers Djiddah Thiaroye Kao, Yeumbeul Sud, Yeumbeul Nord ainsi que Wakhinane et Gounass. L'hivernage s'installe avec son lot de pathologies. Grand Yoff est confronté à certaines maladies en cette période. Pour aider les populations à les éviter, le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, le SNEPS, a organisé une caravane de sensibilisation dans les rues de la localité Kaltongay. Des véhicules du ministère de la Santé et de la mairie de Grand Yoff qui sillonnent les rues de la commune d'arrondissement. Pendant 2 heures, la caravane a sensibilisé les habitants sur les maladies liées à l'hivernage. Grand Yoff est une zone sensible. Le SNEPS prend ainsi les devants. Le gouvernement du Sénégal est en train de faire d'intenses efforts pour prévenir les inondations. Et parallèlement, dans le même ordre d'idée, le ministère de la Santé et de l'Action sociale aussi fait des mains et des pieds pour prévenir les maladies hivernales. C'est donc un travail fait avec toutes les structures du gouvernement. Et c'est un travail qui entre dans le cadre aussi de la multisectorialité de la prévention des maladies hivernales. Du matériel hygiénique et des guides pratiques sont distribués à ses habitants, histoire de les sensibiliser. À Grand Yoff, le message semble bien entendu. C'est encore très important ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire venir vers les populations, prévenir, faire des sensibilisations aux populations. Démarrer par ce grand marché. Alors donc je dis encore une fois, c'est salutaire. Chacun doit faire son devoir, respecter les règles d'hygiène, protéger son environnement, sa famille, pour que la sensibilisation soit une réussite. Le ministère de la Santé veut ainsi sonner l'alerte. Mieux vaut prévenir que guérir, plus qu'un slogan. Le service de la santé veut en faire une réalité. Après Grand Yoff, les Parcelles Assainies, Pikine et les régions sont les prochaines étapes de cette caravane. La pêche a été bonne pour la douane sénégalaise. Les soldats de l'économie postés à Diamniadio ont saisi plus de 600 kg de chanvre indien. Cette drogue était convoyée par 3 Sénégalais. Ils ont tous été arrêtés, nous dit Hamidou Diop. C'est à bord de ces 2 taxis que ces 3 Sénégalais ont tenté de faire entrer ces 670 kg de chanvre indien à Dakar. Arrêtés au barrage de Diamniadio, ils ont refusé avant d'être poursuivis et interpellés à Bargny. Interrogés, ces prévenus ont refusé de révéler l'endroit d'où provient cette drogue. Les sacs qui contenaient les tablettes sont d'origine malienne et même ce mode de conditionnement également est propre aux Maliens. Quand ça nous vient de d'autres pays, c'est autrement conditionné. Mais je peux vous assurer que cette drogue-là vient du Mali. La valeur de la drogue est estimée à 40 millions de francs CFA. À ces jeunes aussi, il est reproché la tentative de corruption. Le convoyeur a proposé 2 millions aux soldats de l'économie pour échapper à la justice, mais la douane reste toujours déterminée à combattre le trafic international de drogue. Le trafic des produits illicites est en train de prendre le pas sur la contrebande classique sur les denrées de première nécessité. Pourquoi? Parce que très simplement, c'est très lucratif. Donc généralement, c'est des gens qui ne sont mus que par l'appât du gain. Pour l'instant, ces 3 Sénégalais sont en détention à Diamniadio. Dans les heures qui suivent, ils sont présentés au procureur. Des malfrats et des trafiquants de drogue qui se retrouvent certainement à la police ou à la gendarmerie. Mais la police vient d'enregistrer une nouvelle promotion. C'est la 39e promotion des élèves de la police nationale. Ils sont au total 229. Les récipiendaires se disent conscients de leur nouvelle responsabilité. Ibrahim Ndong. Au milieu du carré d'armes de l'École nationale de police, l'un des grands symboles de la nation à l'honneur.
Après 2 ans de formation, ces policiers sont désormais opérationnels. Tous ces élèves ont subi 2 années durant une formation théorique de grande qualité, suivie de stages pratiques au niveau des différentes structures opérationnelles de la Direction générale de la police nationale. Cette formation académique a tenu compte des exigences et de l'évolution de la pratique policière dans le monde. 229 nouveaux agents de police ont reçu leur parchemin. La 39e promotion colle bien au nombre avec ses 39 filles. Signe d'intégration, elle est également. 8 Comoriens ont pris une part active. Pour ces récipiendaires, la mission sera aussi exaltante que lourde. Je suis très fière de défendre les couleurs nationales. En fait, commissaire de police, c'est une fonction primordiale, une fonction essentielle pour la nation. Car la police est au service des citoyens, au service du public. Donc tout ce qu'on nous a inculqué durant toute la formation, on fera tout pour les appliquer. Le ministre de l'Intérieur a félicité les élèves, rappelé le rôle avant-gardiste de la police, occasion saisie pour réaffirmer l'engagement de l'État à accompagner la corporation. Je renouvelle l'engagement de tout mettre en œuvre pour rendre plus performante la police nationale. Les volets recrutement de personnel, l'équipement et la formation sont des leviers sur lesquels je m'appuie naturellement. En effet, le but visé dans le processus de planification est de faciliter aux fonctionnaires de police l'adaptation du cadre juridique et du dispositif opérationnel aux mutations qui s'opèrent sous nos yeux. Amis, parents et proches ont massivement assisté à cette cérémonie. Les autorités ont aussi eu une pensée pieuse à l'endroit de Mamadou Ndiaye, un agent décédé au cours de la formation. Et pour terminer en beauté, la pluie est venue arroser ces nouveaux récipiendaires à sa manière. Rubrique Ramadan, nous nous rendons à Diourbel, la capitale du Baol. Dans cette région, les Baïfal ont l'habitude de préparer de copieux ndogu qu'ils envoient à Kergoumak. Cet acte très significatif est hérité de l'Ampfal, un geste que les Baïfal continuent de perpétuer à la découverte des ndogu des Baïfal avec nos envoyés spéciaux à Diourbel, Hamidou Diop, Nazirouba et Mostafa Diallo. À Diourbel, les préparatifs du ndogu débutent très tôt. Les Baïfal immolent tous les jours au moins un bœuf et des poulets. Et les familles se mobilisent pour les 13 bols du copieux ndogu à amener à Kergoumak. Les ndogu des Baïfal sont une tradition héritée de Cheikh Ibrahima Fall, fidèle compagnon de Serigne Touba. Et depuis, les disciples de Lamp Fall ne l'ont pas interrompu. Si ce n'est pas un bœuf, nous immolons tous les jours 4 moutons sans compter la dépense qui avoisine les 5 000 francs. Nous faisons tout cela par amour pour Serigne Touba. Dans ces foyers Baïfal, c'est une véritable organisation qui est mise en place. Dans cette famille, par exemple, les enclos sont remplis en ce mois béni. Nous immolons tous les jours au moins 8 moutons et 12 poulets. Ces ndogu sont une instruction de Serigne Touba à Cheikh Mababou Gueye. Avant c'était 3 poulets, mais aujourd'hui les choses ont pris de l'ampleur. Chaque matin, nous avons 4 sacs de pommes de terre et 3 sacs d'oignons à éplucher. Nous faisons ce travail avec beaucoup de passion. Il y a plus de 40 femmes qui interviennent dans la préparation. À 16 heures, les plats sont déjà prêts. La répartition faite par les femmes obéit à un rituel particulier. C'est le calife de la famille qui met la couverture du premier bol. Après, destination Kergoumak où loge actuellement Serigne Mountakha Mbacké, Ibn Serigne Bassirou Mbacké. Dans ces lieux phares du mouridisme, la ferveur ne manque pas, surtout à l'arrivée des Baïfal de Mbacké. En plus de ce bus, un camion est chargé de bols de ndogu, des fruits, de la boisson en grande quantité. Comme ni ñu koy préparé weesu ni nga xam ne ni noonu lañ ko daan defee fii nga xam ne Cheikh Ibrahima moo ko daan toggee fii ci kër gu mag ci Njaaréem kër Cheikh di ko indi fii ci kër Serigne Touba loolu nag mooy dox ba jëmmi léegi ba léegi. Nous continuons ce que Cheikh Ibrahima Fall a entamé à Mbacké. Nous préparons des ndogu pour Touba et pour Diourbel. Chaque jour, nous amenons ici 13 bols pour respecter la tradition. Et au 21e jour, nous essayons de faire de notre mieux. Ce que nous avons amené ici est difficilement estimable. Ces ndogu sont aussi destinés aux plus démunis. Dans cette résidence de Serigne Touba, chaque fidèle à Diourbel peut trouver de quoi manger.
Cela fait aussi partie de la philosophie Baye Fall, entre aide, travail et soumission totale envers Serigne Touba. Le logo de Baye Fall à Diourbel, un sujet signé Hamid Diop. Le ramadan est par essence un moment de partage et de solidarité, mais pas seulement entre musulmans. La preuve, Solange Dansou, cette béninoise catholique, se fait un devoir chaque année depuis plusieurs décennies de participer à sa façon au ramadan de ses voisins. Ouminour est allé à sa rencontre dans le quartier de Karak. Ce soir, à la rue 17 prolongée de Karak, il y aura au menu du Ndogu, le repas de la rupture du jeûne, des beignets et du jus de bouille pour tous. Et dans chaque demeure, les prières à l'endroit de la bienfaitrice sont les mêmes. On prie pour elle. C'est une bonne voisine. Elle fait ceci pour tout le quartier. Pendant le ramadan, elle nous offre 2 fois des beignets et des jus de fruits. Et c'est pareil pour les autres fêtes musulmanes. Qu'Allah la couvre de grâce. C'est une femme généreuse et ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. En attendant l'heure de la rupture du jeûne, la petite Djalika et son cousin Issa prennent une avance. Les beignets de Tantine sont bons. La tantine en question, c'est elle, Solange Dansou, venue du Bénin il y a 41 ans, rejoindre son époux qui poursuivait ses études à Dakar. Elle s'est finalement installée avec toute sa famille au Sénégal. C'est un beau pays. Aujourd'hui, elle a adopté quelques-unes des traditions du pays, comme le soukorukor, ces présents que l'on offre aux amis et proches durant le ramadan. On est bien ici. C'est un plaisir pour moi. Chaque ramadan, je fais ça pour donner mes frères, les musulmans. En plus de nous faire des cadeaux lors des fêtes musulmanes, elle et ses enfants nous prêtent main forte lors des cérémonies familiales. Pourtant, elle aurait pu se dire « tout ceci ne la concerne pas, car on ne partage pas la même religion ». Solange Dansou est en effet chrétienne, ce qui aux yeux de ses voisins rend son geste encore plus symbolique. Moi, si je sors, tu penses que je suis catholique ou bien je suis musulman. On est bien dans le quartier, il n'y a pas de problème. Durant les grandes fêtes musulmanes, ses voisins lui rendront l'appareil. Et d'ici la fin du ramadan, sa nièce Bernadette continue sa tournée de distribution de beignets dans le quartier. Je souhaite un bon ramadan à tous les musulmans du Sénégal. Au Sénégal, il y a pas. Ramadan, beau, bah. Comment ça, nous disons, il y a le diabak salam. Actualité hors de nos frontières, au Mali, il y aura bel et bien un second tour à l'élection présidentielle. Les résultats donnés ce matin donnent Ibeka premier, suivi de Soumaïla Cissé. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial à Bamako, Cheikh Bamba Gueye. À 68 ans, Ibrahim Boubacar Keïta demeure encore un acteur clé de la vie politique malienne. Il arrive largement en tête des résultats de ce premier tour. Il va affronter au second tour Soumaïla Cissé, ancien ministre des Finances. Les résultats ont été proclamés par le ministre de l'administration territoriale. Un scrutin selon lui bien piloté avec la commission de centralisation des votes. Vu la loi électorale, après avoir totalisé les résultats des procès-verbaux des opérations du scrutin, je proclame solennellement les résultats provisoires complets du premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 qui se présente ainsi qu'il suit. Nombre d'inscrits 6 829 696. Nombre de votants 3 520 242. Bulletins nuls 403 532. Suffrages exprimés 3 116 710. Taux de participation 51,54%. Voix obtenues par les candidats et pourcentage dans l'ordre de la liste fournie par la Cour constitutionnelle. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta
1 222 657 voix, soit 39,24%. Le candidat Soumaïla Cissé, nombre de voix 605 901 voix, soit 19,44%. Le candidat Draman Dambélé, 298 748 voix, soit 9,59%. Le candidat Modibo Sidibé, 151 801 voix, soit 4,87%. Après l'annonce de ces résultats du 28 juillet dernier, Bamako est resté calme. Aucun débordement n'a été noté dans la capitale. Les Maliens apprécient le déroulement du processus électoral. L'élection, ça s'est bien déroulé. Je pense qu'on a eu un premier tour qui a été vraiment bien organisé. L'organisation a été parfaite. Et je pense qu'il y a eu une campagne également sereine. Les candidats sont respectés. Et les gens sont sortis massivement pour aller voter. Il faut aller à un deuxième tour où celui qui sortira vainqueur soit vraiment reconnu comme président du Mali et que l'autre candidat le félicite, quoi qu'il en soit. Le deuxième tour de l'élection présidentielle va donc opposer Ibeka du RPM à Soumaïla Cissé de l'URD. Il appartient maintenant à la Cour constitutionnelle de valider ces résultats avant le 11 août, date retenue pour le vote du second tour de l'élection présidentielle. Le 11 août, date retenue pour le second tour de l'élection présidentielle au Mali. Nous allons à présent retrouver notre envoyé spécial à Bamako, Cheikh Bamba Gueye. Bonsoir. Bonsoir Alassane Cissé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à ces premiers résultats donnés pour l'élection présidentielle? Quelle est l'ambiance à Bamako? Vous parliez tantôt de sérénité et de calme. Absolument, Alassane, de sérénité et de calme, comme vous l'avez donc constaté. Depuis l'annonce des résultats du premier tour, donc que vous venez de suivre, c'est le calme toujours à Bamako. La vie suit son rythme normal, pas de manifestations notées ça et là, aussi bien chez les partisans d'Ibeka que ceux de Soumaïla Cissé. Pour vous dire, Alassane Cissé, que pour le moment c'est la sérénité notée à Bamako, un scrutin d'ailleurs qui a été très bien salué par la population. Peut-être vous dire Alassane Cissé que Soumaïla Cissé de l'URD qui va disputer ce second tour a tenu une conférence de presse cet après-midi pour contester les chiffres donnés ce matin, même s'il reste à la limite modérée dans ses déclarations. Soumaïla Cissé invite son camp à la vigilance et s'est ouvert à des alliances. Mais pour le moment, retenez Alassane que c'est le calme plat ici à Bamako. Oui, cher Bamba, c'est le calme plat à Bamako, mais vous qui êtes là-bas, est-ce qu'on peut savoir comment se dessine ce second tour entre Ibeka et Soumaïla Cissé? Effectivement, Alassane, assez intéressant. L'enjeu de ce second tour reste crucial. Surtout pour Ibeka d'abord, qui est à sa troisième présentation à la présidentielle après 2002 et 2007. Peut-être il y a un espoir avec cette fois-ci, car l'écart avec son suivant reste grand, 39,2% contre 19,4% Alassane. Une bonne partie des grandes villes a été remportée par Ibeka, plus la diaspora. Est-ce que ce sera la confirmation pour le second tour de surcroît si le report des voix sera automatique, si des alliances sont nouées, d'autant plus que Ibeka n'a besoin de 11 points, n'a besoin que de 11 points. Quant à Soumaïla Cissé, il lui faudra combler son gap avec 31 points. Donc vous voyez Alassane Cissé que ça va être un immense travail, un travail herculéen. Retenez que la Cour constitutionnelle malienne va procéder à la validation des résultats de ce matin. Tout d'abord, avant la tenue du second tour prévu le 11 août, on le disait, mais le CELIC sur cette date est qu'entre la validation des résultats et le 11 août, il va rester moins d'une semaine, car la durée légale entre la validation de ces résultats par la Cour constitutionnelle et la tenue du second tour est de 15 jours. Donc, mais pour le moment, retenez Alassane Cissé que toujours, sauf changement, le deuxième tour est maintenu pour le dimanche 11 août. Certainement, cher Bamba Gueye, le jeu des alliances va beaucoup jouer pour le second tour de l'élection présidentielle. Cher Bamba, on a vu sur vos images qu'il y a la pluie à Bamako. Oui, il y a la pluie à Bamako. Depuis donc hier, il a commencé à pleuvoir dans Bamako même. Que la pluie s'est invitée à cette élection présidentielle pour apaiser. C'est quand même bon signe de voir la pluie en pleine campagne électorale, en pleine élection présidentielle, surtout que à des moments où donc la proclamation des résultats se fait, on voit de la pluie. Donc ça augure donc quelque chose de bon, ça présage donc une bonne issue de cette élection présidentielle avec un long processus qui a été donc entamé après une crise intervenue donc d'un an et demi. Cette fois-ci, on espère que ce sera le bout du tunnel pour les Maliens.
C'est ce qu'on espère également ici du côté du Sénégal. Cher Bamba Gueye, rendez-vous est donc pris pour nos prochaines éditions. Merci. Je vous le disais dans les titres de ce journal, le forail de Diamniadio Sicap Mbao nourrit beaucoup de monde. Sa présence cause par contre d'énormes désagréments aux riverains. Dianama Dia nous fait un zoom sur le forail de Diamniadio Sicap Mbao. On se croirait en pleine campagne, loin de là. Nous sommes bien à Dakar, précisément à Diamaguène Sicap Mbao. Des bœufs à perte de vue destinés à la vente et à la consommation. Un véritable business se développe dans le forail. Le prix des bêtes varie selon la taille et peut aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Les éleveurs déplorent par contre le manque d'honnêteté de certains clients. J'ai vendu 29 bœufs à une femme. Je l'ai poursuivie pendant plusieurs semaines. Elle m'avoue qu'elle ne me doit que 700 000 francs alors qu'en réalité c'est 8 millions. Je lui ai dit que je m'en remets au jugement du bon Dieu. Modiba exerce le métier de boucher depuis 13 ans. Il avait acheté 35 bœufs pour un coût total de 14 880 000 francs CFA. Pour lui, dans les conflits entre bouchers et éleveurs, les responsabilités sont partagées. Si un boucher achète à crédit pour une valeur de 20 millions tout en sachant qu'il va vendre à perte, c'est malhonnête. Les éleveurs aussi donnent à des prix élevés. Malgré la situation conflictuelle qui existe souvent entre éleveurs et bouchers, l'activité se porte bien et chacun semble y trouver son compte. On note même la présence des enfants dans le secteur. Leur travail consiste généralement à attraper des animaux. Pour cela, ils peuvent gagner 5 000 jusqu'à 10 000 francs CFA par jour. D'autres enfants s'activent dans la commercialisation d'animaux. J'achète par exemple un bœuf et je le revends au boucher. Je peux en tirer un bénéfice de 5 000 voire plus. J'ai un fonds de 500 000 francs CFA. Les femmes mènent aussi des activités dans le forail. Le puisage en est une. Elles font des va-et-vient à longueur de journée. La bassine d'eau est achetée à 50 francs CFA pour être revendue à 125 francs CFA. Depuis 12 ans, j'exerce ce métier, ce qui me permet d'entretenir ma famille. Je travaille même pendant l'hivernage, bien que le forail soit rempli d'eau sale. Les charretiers tirent aussi profit du secteur. Certains s'adonnent au ramassage d'excréments utilisés comme fertilisants agricoles, pendant que d'autres sont dans le commerce d'aliments de bétail. La liste des activités n'est pas exhaustive. Quant à l'insécurité, un problème qui se pose avec acuité aussi bien pour les riverains que pour les éleveurs. Les bœufs là, des fois, ils s'évadent, ils rentrent dans la cité. Ils peuvent causer des accidents avec les enfants qui traînent. On a pas mal de problèmes. Ici, on a un réel problème de sécurité. N'importe quel voyou peut entrer dans le forail. Pour limiter les cas de vol de bétail, les éleveurs se sont organisés. Ils paient des veilleurs de nuit. La police également se dit présente dans la zone, ce qui lui permet de garder l'œil sur tout ce qui se passe dans le forail. Des patrouilles effectuées par des éléments de la brigade de recherche qui sont des éléments en tenue civile. Et ces patrouilles même nous ont permis pas mal de procéder à des vérifications d'identité qui ont surtout abouti à des cas d'infraction liés à l'usage de ce ont été enregistrés selon ces initiateurs. Ils ont tenu hier un atelier pour lever un coin du voile sur les acquis. Bintabagé. Le projet pour l'amélioration et la valorisation des écosystèmes forestiers au Sénégal est un tout nouveau projet en Afrique de l'Ouest. Un projet d'une importance capitale aussi. C'est pourquoi l'ensemble des partenaires ont tenu à être présents pour partager les résultats obtenus après 3 ans et demi de mise en œuvre. On essaie de trouver des mécanismes de gestion qui permettent, une fois qu'on connaît, comment va-t-on procéder pour que la ressource soit gérée durablement dans le temps. Donc c'est les mécanismes d'éco-taxation, l'exemple du pollueur-payeur. Si vous coupez un arbre, vous n'en avez pas droit, on vous sanctionne, vous payez. Si les populations locales qui sont sur le terrain s'occupent bien de leur milieu, protègent bien leur milieu, si vous voulez y intervenir et exploiter quelque chose, vous donnez en compensation quelque chose.
Pas moins de 7 régions du Sénégal sont couvertes par le PASEF. Son objectif global, on se le rappelle, est de contribuer à la réduction de la pauvreté à travers la conservation et la gestion équitable des services des écosystèmes forestiers. Des résultats significatifs sont certes déjà obtenus dans la première phase, mais ils se révèlent insuffisants eu égard aux ambitions du ministère de l'Environnement et du Développement durable, maître d'œuvre du projet. Ses partenaires, à l'image du PNUE et du PNUD, ont dit leur engagement à l'accompagner dans l'atteinte des objectifs. Pour soutenir les efforts nationaux et dans l'esprit de la réforme de l'ONU, l'assistance de l'équipe de pays du système des Nations Unies s'est cristallisée entre autres sur l'appui à la mise en évidence de la valeur des écosystèmes forestiers. Les activités envisagées devaient permettre, dans le cadre du PASEF, le développement d'un système national d'information sur la valeur économique totale des différents services des écosystèmes forestiers. Les participants ont 2 jours pour valider les acquis. 2 jours pour aussi dégager les perspectives et attirer les partenaires afin d'entamer la 2e phase du PASEF. Le CODESRIA a 40 ans. Le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique est une organisation panafricaine indépendante. Son mandat principal, promouvoir la recherche en sciences sociales en Afrique. Pour fêter ses 4 décennies d'existence, un panel sur les transformations dans l'environnement mondial et les défis à l'autodétermination en Afrique a été organisé au siège du CODESRIA, Salusek. Autour de la table, des professeurs et chercheurs africains qui font de la recherche un levier pour le développement de l'Afrique. Lors de cette table ronde, les différents panélistes sont revenus sur les transformations dans l'environnement mondial et les défis à l'autodétermination en Afrique. La nation a remplacé la tribu en Afrique. Ça, c'est un grand défi. Un autre défi, c'est le défi de la mobilité. On ne peut pas, si vous essayez de voyager aujourd'hui entre le Sénégal et la Guinée, vous allez voir à la frontière, alors que nous appartenons tous à l'ECOWAS. Ça, c'est un défi. Il y a aussi un défi vraiment de l'éducation. La question malienne était aussi au cœur des débats pour l'historien marocain Mati Mojib. La création d'une structure d'enquête et de réconciliation pourra permettre de régler certaines crises en Afrique. Pour le Malien Mantié Diawara, le nouveau président malien devra parler de paix et non de sécurité. Quand moi on me parle de sécurité, je vois une main forte. Je vois la police de l'immigration parce que je suis aux États-Unis. Je vois la police qui traque les Noirs. Je vois l'immigration qui t'empêche de rentrer. Donc quand on me parle de sécurité au Mali, est-ce que ce n'est pas pour surveiller la mobilité, la circulation des Touaregs, plutôt que de faire la paix avec les Touaregs? Cette rencontre entre dans le cadre des festivités du 40e anniversaire du CODESRIA. Durant ces 4 décennies, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique a publié de nombreux ouvrages. Les Africains ont réfléchi sur pratiquement toutes les questions qui nous intéressent aujourd'hui. Ce que nous souhaitons, c'est que nos décideurs fassent un peu plus attention à cette production-là et qu'ils s'en inspirent un peu plus. Créé en 1973, le CODESRIA est une organisation panafricaine indépendante. Son objectif, contribuer à la lutte contre la pauvreté, l'ignorance et les maladies. Autre mission, créer une communauté de chercheurs qui transcendent les barrières disciplinaires, linguistiques, générationnelles, sexuelles et régionales. Le syndicat des travailleurs des industries de l'agroalimentaire était face à la presse. Objectif, relancer les entreprises en difficulté dans le secteur de la pêche. Avec ce secteur, l'État pourra améliorer l'emploi des jeunes, nous dit Jules Diop. La pêche. Le Sénégal se place au premier rang des producteurs d'Afrique de l'Ouest. Le poisson tient une place essentielle dans l'alimentation ainsi que dans le commerce intérieur du pays. Pourtant, beaucoup d'entreprises de ce secteur sont en faillite. Le syndicat des travailleurs de la pêche compte relancer le défi. À la suite de cette conférence de presse, de tenir des forums plus larges, en y invitant l'ensemble des secteurs des acteurs du secteur de la pêche. Et nous n'excluons aucune forme de lutte pour nous faire entendre, pour amener à conscientiser le gouvernement de la nécessité d'accompagner les nationaux sénégalais et de relancer ces entreprises pour maintenir les emplois, pour en créer d'autres. Avec la fermeture de certaines entreprises, des milliers de travailleurs et leurs familles sont encore sous le choc. Ils continuent de subir les affres du chômage. Le CDSL préconise des solutions. Là où le bas blesse, c'est quand les nationaux demandent à l'État d'aider, de supporter, de subventionner par le canal des organismes comme le FPE et consorts, ça n'arrive pas.
jusqu'à ce que les patrons, quelquefois aussi, les employeurs, trouvent un prétexte de dire n'ont pas été assistés, n'ont pas été aidés. Donc nous sommes obligés de fermer et de liquider nos entreprises. Aujourd'hui, l'État doit mettre en place une véritable politique de relance des activités de la pêche, un secteur qui peut aider le Sénégal à améliorer l'emploi des jeunes. Restons dans le secteur de la pêche, mais c'est pour signaler ce drame. Chavirement d'un bateau de pêche espagnol ce matin au parc des îles de la Madeleine, a informé le ministre de l'Environnement. Ali Haïdar s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. L'accident s'est produit dans une zone de reproduction des poissons, oiseaux et tortues. La direction des parcs, le port de Dakar et le ministère de l'Environnement sont sur place pour essayer de renflouer ce bateau. Koumba Diakhatemar. C'est vers 5 heures du matin que ce bateau s'est échoué sur la plage des Tortues dans le parc des îles de la Madeleine. Jusqu'à 19 heures passées, on n'était pas arrivé à le remorquer malgré plusieurs tentatives. Le port a pris les mesures pour envoyer les remorqueurs de l'URD, le Caillard est là, ils ont tiré, mais les conditions météo sont extrêmement difficiles, la mer est très agitée et en plus, malheureusement pour nous, il va bientôt faire nuit. Et quand il va faire nuit, les manœuvres seront encore plus compliquées. Le navire est un tonnier affrété par la compagnie Cargo Pesco. Il transporte 45 000 litres de gasoil. Les risques de pollution et de destruction du milieu sous-marin sont énormes. Donc, il allait en mer quand il a fait cet accident. Donc ses cuves sont remplies de gasoil et nous espérons que nous allons le sortir d'ici avant que l'accident ne s'aggrave. J'espère que les dégâts écologiques ne seront pas importants. Les dégâts, il y en aura alors en cas de rupture des réservoirs. Les autorités sénégalaises décident d'ouvrir une enquête et de traduire la compagnie en justice. Nous poursuivrons la compagnie pour qu'elle rende compte des erreurs qu'elle a faites et pour qu'elle restaure les dégâts qu'elle a causés. Ce bateau est le deuxième à avoir chaviré au large du parc des îles de la Madeleine. En 2008, un navire s'était échoué ici avant de prendre feu. La région de Kaolack a abrité les journées de consultation interrégionale pour la capitalisation des expériences tirées des projets financés par le Fonds d'appui aux ONG OCB de l'ambassade des Pays-Bas au Sénégal. Objectif, amener les bénéficiaires à partager les expériences capitalisées durant les phases 1 et 2 du projet. Claire Diop. L'organisation de ces consultations interrégionales devrait permettre le partage et la valorisation des connaissances générées par les projets financés par le Fonds des ONG. Au terme de la phase 2004-2013, les résultats enregistrés sont jugés satisfaisants. En attestent les constats faits durant les mois de suivi, les réactions des populations interrogées, les rapports d'activité reçus. 52 projets ont bénéficié de financement avec le concours de l'ambassade des Pays-Bas au Sénégal sur toute l'étendue du territoire national. La quasi-totalité des thématiques de l'environnement sont concernées. Cela fait 10 ans que ce projet a été mis en place avec un montant total d'environ 918 millions de francs CFA. Sur le terrain, nombreuses sont les ONG qui travaillent sur la question. Cependant, cette communauté est mal structurée. Des fonds ont été mis à disposition pour sa réorganisation. Nous avons voulu aider à la structuration de cette société civile environnementale en leur donnant des outils